C'est parti pour un autre épisode de J'aime ta compagnie, le balado des entreprises ambitieuses qui n'ont pas de département marketing. Depuis plusieurs années, notre équipe accompagne des entreprises dans le développement de plans marketing et dans la concrétisation de leurs ambitions. On va se dire les vraies affaires, la réalité n'est pas la même quand tu n'as pas un département marketing complet pour assurer le développement des affaires de l'entreprise. Notre promesse, c'est que chaque épisode regorge de trucs et d'outils pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions d'affaires. Ici, on s'élève ensemble pour bâtir des entreprises qui nous ressemblent et qui créent de la valeur pour nos communautés. Pour attirer et fidéliser les bonnes clientèles et les plus grands talents, tout est marketing. Et comme nous connaissons la valeur de votre temps, place à l'épisode. C'est parti pour un nouvel épisode de J'aime ta compagnie. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Audrey Compagna d'Alema Global. Alema Global qui sont des collègues partenaires de la firme. J'ai l'impression qu'on fait partie de la même grande famille. On travaille ensemble plusieurs dossiers. Dernièrement, la firme, on a arrêté de faire de la pub en ligne, de faire du marketing numérique. Puis, tous nos dossiers, nos collègues, nos clients sont allés vers vous parce que vous êtes spécialisés dans l'analyse et la compréhension des données numériques. Ça, c'est pas accessible à tout le monde, là, tu sais. Il y a beaucoup de données sur le web, il y a plein de chiffres, on ne sait pas où regarder, on veut investir en pub, on ne veut pas se tromper puis dépenser, on veut investir. Alors, vous êtes des guides qui peuvent accompagner les clients de sorte à amener leur parcours d'achat, leur parcours de vente à un autre niveau sur le web. Audrey, tu arrives comment aujourd'hui, toi? J'arrive, comme on en parlait un peu au début, j'arrive un peu nerveuse parce que c'est un grand retour pour moi après un congé de maternité. J'ai un petit bébé de 6 mois à la maison. On dirait que je me remets dans le bain aujourd'hui. Puis, je suis bien heureuse d'avoir été invitée là, à ce podcast. Ah, ben, je suis très heureuse de t'y accueillir parce que juste avant ton congé de maternité, moi, j'arrive comme contente qu'on le fasse enfin parce que avant ton congé de maternité, tu m'avais approché en disant, il faut qu'on fasse des choses ensemble, il faut qu'on fasse des contenus ensemble. Là, c'est comme notre premier. Puis moi, pendant ton congé de maternité, j'ai lancé J'aime ta compagnie, le balado. Puis là, c'est le fun, t'es revenue, puis on peut ouvrir le bal ensemble. As-tu dormi la nuit passée avec ton petit bébé? Je vais dire que je suis très chanceuse. J'ai un bébé quand même assez facile, là. C'est mon grand, en fait, qui tire du jus plus, mais c'est lui qui se réveille la nuit. Mais sinon, non, j'ai bien dormi. Je suis reposée ce matin. 5h30, c'est raisonnable comme heure de réveil. Ah, ben, tu t'es levé après moi. Moi, je me fais, c'est drôle. Moi, là, tu sais, dans mon quartier, il y a quelqu'un qui nourrit les corneilles. Et donc, tu sais, il fait très chaud. On est en canicule aujourd'hui partout dans le Québec, la journée d'enregistrement, et on dort les fenêtres ouvertes. Moi, j'ai pas d'air climatisé chez moi. Et donc, à 4h moins quart, les petits bébés commencent à crier, puis les parents crient, puis tout le monde a faim. Puis... Alors nous, j'ai la voix rauque de Marjo ce matin parce que je dors plus, parce que les corneilles nous réveillent, mais je les ai en riant, je suis pleine d'énergie, puis ça me fait rire. Je me dis, bon, vive la biodiversité! Oui, c'est ça, vivre en nature, hein? Alors, exact, je suis dans une grande... Non, tu sais, je suis au centre-ville de Rimouski, mais on a beaucoup d'arbres, on a beaucoup d'oiseaux, alors je vais pas m'en plaindre, mais comment je dirais? C'est des règles de bon voisinage, hein? Faut vivre avec l'horaire de leur petit bébé. Donc, si on commence par juste jaser tu sais, quand on est une entreprise, quand est-ce qu'on fait le geste de dire, OK, là, je suis prêt à me lancer en pub numérique. Mettons, c'est sûr que les deux plus gros, c'est Facebook, Instagram, puis Google. On risque de faire plusieurs références à ça. Il y a d'autres options. Tu sais, on peut aller sur Spotify, on peut aller sur LinkedIn, on peut aller sur TikTok. Mais aujourd'hui, j'imagine qu'on va sûrement revenir beaucoup aux deux prioritaires. Là, si vous avez des questions plus spécifiques, on va mettre les liens vers Audrey dans les notes d'épisode. Mais quand est-ce qu'on se dit, OK, là, je suis prêt à mettre du cash, je suis prêt à mettre de l'argent sur de la publicité? Premièrement, on doit être une entreprise qui est en position de croissance parce que les publicités numériques, tu sais, souvent, il y a certaines entreprises qui vont dire, bon, mais moi, je me lance dans le web ou je me lance dans les publicités numériques, mais est-ce qu'ils se sont posés premièrement les questions, est-ce qu'ils ont la capacité
possibilité de prendre plus de mandats, plus de contrats, de faire plus de ventes parce que souvent, on parle beaucoup de manque d'employés présentement. Oui. Ça peut être un challenge important aussi. Donc, si vous êtes en position de croissance, ça peut être un bon indicateur que vous êtes prêt là, pour les ventes en ligne. Pas les ventes en ligne, mais la publicité en ligne. Quand tu dis croissance, ça veut dire faire rentrer plus de ventes. Faire rentrer plus de ventes, faire rentrer plus de clients, agrandir sa communauté, aller chercher des nouveaux marchés. Tout ça, là, si vous êtes prêt à ça, la publicité en ligne, c'est probablement une bonne option pour vous. Pour des entreprises qui ont des marchés plus, des domaines d'activité plus nichés aussi, contrairement à des publicités plus traditionnelles, là, télé, journaux et compagnie, là, les outils publicitaires en ligne, là, Google, Facebook, LinkedIn et compagnie, vont vous permettre souvent d'aller chercher une audience beaucoup plus ciblée en fonction des intérêts, en fonction des intentions d'achat, entre autres, ou en LinkedIn, on sait beaucoup par employeur des gens. Donc, si vous avez un domaine un petit peu plus niché, là, c'est une bonne option pour vous. Surtout avec du Google Ads, parce que quand c'est niché, les gens vont aller chercher. Alors, tu peux très bien vendre à quelqu'un qui habite Vancouver ou qui habite en Europe ou peu importe. Là, tu sais, des fois, il y a des shipping, des fois, il n'y a pas de shipping, mais c'est différentes stratégies à mettre en place, mais il y a moins de limites. Tandis qu'avant, dans le marketing plus traditionnel, on devait dire, bon, je vais mettre un spot télé sur telle chaîne, je vais rejoindre énormément de gens, mais dans le énormément de gens, il y a un 0,5% réellement intéressés par ce que j'offre. Là. C'est le web. T'sais, quand on va sur le web, on peut plus se nicher, être spécifique, sans dire que c'est un ou l'autre. On peut faire les deux dans une stratégie mix média, y aller très dans la masse et très dans le spécifique. Mais comme tu dis, effectivement, que quand on est niché, c'est un excellent choix. Puis, est-ce que tu recommandes aux gens d'essayer eux-mêmes le truc, d'aller tout de suite vers des professionnels, mais se former aussi pour pouvoir challenger les professionnels? Comment on fait ça quand on commence? Tout dépend de votre temps, parce que ça prend énormément de temps d'apprendre les outils publicitaires, de se tenir à jour des plateformes. Tout ça, ça prend énormément de temps. On doit bien comprendre les plateformes pour être en mesure de faire des bonnes publicités sur les plateformes numériques. Et quand on a un budget un petit peu plus limité, ça peut être une bonne option aussi là, de la publicité soi-même parce que souvent, les coûts d'agence ou les coûts de main-d'œuvre, je vais dire ça comme ça, là, ça peut venir réduire considérablement le retour sur investissement. Par contre, on doit considérer une variable là-dedans. Là. Les gens, si vous avez votre entreprise, vous décidez de vous lancer en publicité numérique, votre temps a aussi une valeur. Si ça vous prend 5 heures de faire, de comprendre tout ça, de lancer une publicité, puis nous, ça nous en prend une, peut-être que finalement, le retour va être plus important si nous, on l'a fait à la base, on la suit comme il faut, puis on s'assure qu'elle soit rentable, puis on s'assure de la suivre. Parce que faut prendre aussi en considération qu'on a un background là-dedans. On a essayé des choses, on a fait des choses qui ont moins marché, on a fait des choses qui ont mieux marché. Donc, tout ça, cette information-là, vous ne l'aurez pas nécessairement si vous vous lancez là-dedans. Si vous avez des campagnes assez simples à faire ou des ciblages récurrents, que vous ciblez toujours les abonnés à votre page Facebook, par exemple, si vous comprenez les outils publicitaires, peut-être que c'est pas nécessaire d'aller chercher une agence pour s'en occuper ou une personne, un travailleur autonome pour s'occuper de ça. Mais à la minute où la stratégie devient un petit peu plus complexe, on parle souvent de parcours utilisateur, de parcours d'achat. À ce moment-là, ça prend des connaissances un petit peu plus approfondies, des outils pour être en mesure de cibler les gens au bon endroit, au bon moment sur les plateformes. Je vais donner une métaphore, là, mais tu sais, ce que je trouve difficile, moi, en publicité numérique, puis en publicité tout court, mais sur le web, on a plus accès à ça, c'est que c'est un peu comme du dating. C'est un peu comme quand tu rencontres quelqu'un, puis qu'est-ce que tu mets, disons, dans ta fiche, c'est quoi qui est à la mode, le Tinder ou Facebook Tinder, Match, je sais pas, ça fait 16 ans que je suis avec le même vieux routier, mais j'ai pas connu ça, moi, j'ai pas vécu ça, les trucs de dating, mais bref, ce que tu mets sur ta fiche, c'est pas nécessairement ce que tu vas dire dans la première date, dans la 5e date.
après 6 mois de fréquentation, puis après 5 ans de vie commune. Tu sais, tu vas pas avoir les mêmes messages, les mêmes communications. Puis en marketing numérique, c'est un peu ça qu'on peut faire. Au fur et à mesure que tu avances dans le parcours de vente, c'est qu'on te propose différents messages un petit peu plus engageants. On dit pas je le vois souvent, l'erreur de certains clients, ils vont lancer un nouveau produit qui est très avant-gardiste. Les gens sont pas nécessairement formés, ils comprennent pas la valeur ajoutée du produit, puis ils disent tout de suite « Hey, faut que tu l'achètes, c'est 5 000 $, c'est sur 3 ans. » Tu sais, j'exagère, mais la clientèle qui reçoit ça n'est pas prête à dire oui à ça. Alors que dans le numérique, on peut tout décortiquer. Là, qui ne nous connaît pas encore, mais on veut se faire connaître tranquillement. OK, eux nous connaissent, mais quelle publicité on va leur montrer pour qu'ils apprennent à nous connaître davantage et peut-être à nous apprécier. Puis après, OK, là, ils ont confiance, puis ils passent une transaction. Puis... Je vais te donner un exemple concret de ce que tu dis, Marie-Michel. C'est comme si je venais te voir, puis je te disais, Marie-Michel, j'ai lancé ma compagnie, je vends une balayeuse. Veux-tu m'acheter ma balayeuse? Puis là, tu vas dire, ben non, j'en ai une balayeuse. Pourquoi j'achèterais ta balayeuse? Puis là, je vais te dire, ouais, mais est-ce que tu as souvent des restants de poussière dans les coins? Est-ce que tu as souvent ça? Est-ce que tu as souvent ça? Ben moi, ma balayeuse, là, elle est à batterie, elle dure 6 heures, puis tu as besoin d'une seule charge et tout ça. Puis là, je vais rentrer dans l'argumentaire, je vais te faire voir des avis de mes clients qui ont déjà acheté la balayeuse. Eux sont satisfaits parce que telle chose. Puis après ça, ben là, je vais te demander, Marie-Michel, veux-tu acheter ma balayeuse? C'est ça un parcours. C'est ça un parcours. On doit aller chercher, on doit faire connaître la compagnie, on doit faire connaître le produit, leur montrer pourquoi les autres l'aiment, c'est quoi l'argumentaire qui vient répondre à ton besoin. Puis ensuite de ça, là, on se lance dans les arguments de vente. Là, on essaie de convertir nos clients. Mais si on ne suit pas ce processus-là, ben c'est comme d'arriver puis de dire « Voulez-vous acheter ma balayeuse? » Ben non. On passe à l'autre. Oui, c'est ça n'engage pas. Puis ça demande ça demande un doigté. Puis c'est ça qui arrive dans le marketing, c'est que chaque verticale devient surspécialisée. Quand on vous engage pour 1 heure, c'est pas 1 heure de votre temps. C'est 1 heure avec laquelle vous prenez des décisions après avoir pris des bonnes et des mauvaises décisions pendant 10 ans, après avoir suivi les changements d'algorithme. Ça change constamment, là, tu sais, qu'est-ce qui marche pas, je mets-tu un lien, qu'est-ce que j'écris dans ma publication, qu'est-ce que je mets dans l'image, puis comme vous avez fait plein de tests, tu sais, moi, je le vois, vous amenez vraiment ça à un autre niveau, justement, je me dis, comment on fait? Parce que moi, ça m'est arrivé de me tromper. Puis je dis avec confiance, ça fait 15, j'arrête pas de dire que ça fait 15 ans que je fais ce que je fais, là, je pense que je suis plus rendue à 17, mais bon! Ça fait 15 ans que je fais ce que je fais. Je pense que je peux dire avec confiance que j'ai vu neiger, j'ai fait beaucoup de médias traditionnels, numériques, j'en ai vu tout l'événementiel. Il n'y a rien que j'ai pas fait dans ma carrière. Puis j'ai fait plusieurs erreurs quand j'ai engagé des gens qui faisaient du marketing numérique. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils font ça, qui disent qu'ils connaissent ça. Puis moi, j'avais les compétences de me rendre compte après comme 1, 2, 3. Moi, je suis capable de rentrer dans les comptes. Je suis capable de voir que quelqu'un s'est trompé. Même quelqu'un qui dit qu'il est un expert, je vais dire, on n'est pas à bonne place. Fait que je me dis, quand on connaît pas ça, comment on fait pour recruter une agence, une équipe, un travailleur autonome qui dit qu'il est bon là-dedans, puis d'être capable d'anticiper quelles questions je peux poser ou comment je peux faire pour m'assurer avant de m'engager, disons, sur 6-12 mois, que la personne est compétente? Bon. Ben, avant de s'engager, je pense que la transparence, la relation que vous allez avoir avec ces gens-là est super importante parce que vous êtes votre compagnie, vous êtes l'entreprise pour laquelle on fait de la publicité, puis c'est vous qui va nous donner les meilleurs indicateurs, mais aussi les indicateurs de qui est ma cliente. Qu'est-ce que les gens me disent quand ils viennent chez nous? Est-ce que les gens ont vu telle publicité? Si oui, qu'est-ce qu'ils me disent? C'est quoi qu'est-ce qu'ils en pensent de ça, là? Donc, la relation que vous allez avoir avec cette agence-là ou ces gens-là est super, super important. Ça prend des gens qui sont très transparents, qui vont vous partager toujours les résultats. Le fait que ces gens-là vous partagent les résultats, ça démontre aussi qu'il y a un certain suivi. Parce que les suivis des campagnes, les suivis des publicités, c'est ce qui est le plus important. La mettre en ligne, moi, je dis souvent que j'ai pas la solution absolue à la vie, là. J'en fais des erreurs, moi aussi, Marie-Michel. J'en fais... j'ai une expérience. Je vais appliquer
certaines choses que j'ai essayées puis qui ont fonctionné. Mais quand on travaille en agence comme ça, ben on a des entreprises dans des domaines d'activité là, euh, tellement différents là, qu'on peut pas tout connaître. On peut pas connaître le marché de tout le monde et tout ça. Là-dedans, bon, ben, il y a la compréhension. Si l'agence comprend bien votre marché, vous pose des bonnes questions, vous écoute plus qu'il parle en réalité. Je pense Ah que c'est ça le ouais, secret. ça c'est bon. Euh, Est-ce que la personne ouais, pose des questions sur ta business, ton organisation et s'intéresse à la réponse? c'est C'est ça. vrai, Mais j'ai c'est vécu vrai, ça. puis il y en Ouais. a tellement, je pense que ça, je vais y aller aussi avec un red flag, là. Il y en a tellement des entreprises qui vous promettent de tripler vos ventes en 2 mois. Ou, tu sais, je donne un exemple comme Ah, ça, là, mais ça, là, gros red flag, ouais. ça sonne comme une entreprise qui a une recette tout faite, puis qui va vous vendre cette recette-là, puis qui touchera plus à rien après. Ça, pour moi, Ouais. c'est ce genre d'entreprise-là. On peut pas promettre à une entreprise de tripler ses ventes sans connaître son budget, sans connaître son domaine d'activité, sans connaître la saturation de son marché. C'est toutes des informations qu'on n'a pas. Donc, pour moi, c'est un gros red flag. Est-ce que je réponds à ta question? Oui, Je tout pense à que je me fait. suis Puis égarée un petit peu. non, tout à fait. Moi, ce que tu viens de dire, ça me fait penser à deux questions qu'on peut poser aussi. C'est, tu sais, on pourrait peut-être demander, parle-moi d'un coup de circuit que tu as fait. C'était quoi ta Mhm. stratégie? C'était quoi les résultats générés? Puis parle-moi d'une campagne où tu t'es manqué. Mhm. Qu'est-ce que tu as C'est appris? vrai. Mhm. Puis parce que justement, comme tu dis, c'est le niveau de transparence qu'on va aller chercher. Si quelqu'un est là avec son ego, puis dit hey, moi je fais juste des coups de circuit, flushez-moi ça tout de suite parce que c'est vrai qu'on teste des. Puis moi je le fais avec plein de clients comme toi à tous les jours. Il y a des trucs qu'on met en place qui ont fonctionné avec 5 clients, puis le sixième qui est dans le même genre de catégorie, ça marche pas du tout. Puis des fois ça ne s'explique pas. C'est que cet écosystème-là avec cette personne-là qui représente l'entreprise dans le contexte X ou le produit X, ben ce chemin-là ne marche pas. Donc, il faut Non. réessayer. Puis, on veut s'entourer de gens en marketing numérique qui vont nous dire « Hey, on pensait que A allait fonctionner, mais écoute, ça fonctionne pas. Mhm. On a essayé 3 mois, on a fait de l'optimisation, des ajustements. » Des gens qui sont capables de nommer ça puis de dire « OK, on va se Mhm. reprendre, on va revoir le message, on va refaire des créatifs ou on va mettre un autre produit de l'avant. Les gens sont pas prêts à ce stade-ci du parcours, mais ça prend ce niveau de transparence-là parce que c'est pas vrai que Totalement. c'est un long fleuve tranquille, là. Puis tu sais, les agences, moi j'en ai vu là dans mon coin des agences qui venaient de centres urbains qui, tu sais, qui venaient puis qui ils disaient à nos clients, hey, je vais faire ton Google Ads gratuitement. Mhm. Puis on est avec Google nous, puis on fait ça gratuit. Fait que là, il dit non, c'est tout des robots, puis là c'est la vie, c'est des robots qui font les campagnes, c'est meilleur. Puis ben mes clients, ils allaient vers ça. Puis là après, il y avait plus de service, il y avait plus de soutien, on parlait plus de tu sais il y avait plus personne là pour voir hey, j'ai beaucoup d'appels, c'est quoi ou ah, j'ai plus d'appels, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, il y avait pas cette Mhm. relation de proximité puis je pense qu'il faut quand même, c'est pas vrai qu'on peut tout donner à des robots non plus là, puis Non. je pense pas que ça soit près d'arriver là, Non. il y a une sensibilité à avoir en marketing dans le message. Puis, Mhm. tu sais, si je fais le parallèle juste avec les chatbots, tout le monde est super excité. On va mettre un chatbot, ça va tout solutionner, service clientèle. Ben, ça brise la marque parce que les gens, ils n'ont pas réponse à leurs questions. C'est plate, t'es pas capable de parler à quelqu'un. Tandis que quand tu as une vraie personne, tu peux fidéliser davantage ton monde, tu peux t'adapter, avoir une certaine finesse en marketing, puis en publicité, je trouve que c'est la même affaire, là. Fait que Totalement. je dirais faites aussi attention, tu sais, aux recettes toutes faites, puis genre moi j'ai de l'intelligence artificielle qui va tout faire gratuit là ou à Totalement. peu de frais. Ça va, Mm. tu sais, en marketing là, on essaie toujours d'avoir le meilleur ratio de retour sur investissement par rapport au temps, l'argent et l'énergie investie, mais il n'y a pas de raccourci. Il n'y en a Non. pas. Fait que les gens qui vendent des raccourcis, peu importe, en rédaction, en infolettre, en événementiel, laissez-les derrière vous. Totalement. Puis tu me fais penser aussi, tu me demandais quand on connaît pas nécessairement les plateformes, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on devrait engager une agence plus qu'une autre. Je pense que, personnellement, ce qui fait notre grande force, c'est qu'on est fort en analyse. Hum, On est capable de lire les chiffres, de comprendre les chiffres, de savoir, OK, bon, ben, tel indicateur de performance,
c'est bon pour ça. Tu sais, si une campagne par exemple, je te donne un exemple, si une campagne de brand awareness ne performe pas en conversion, ben c'est pas grave. Mais on comprend que c'est un parcours. On comprend qu'est-ce que les gens vont faire après et tout ça. Donc, de poser des questions par rapport à l'analyse des données, comment vous analysez, qu'est-ce que vous utilisez comme plateforme et tout ça, ben, ça peut peut-être être un bon indicateur de si les gens, si l'entreprise que vous vous apprêtez à engager, ben, est forte en analyse ou non. Je pense que c'est un strict minimum quand on fait de la publicité numérique d'être en mesure d'analyser les retombées, là, d'être en mesure d'analyser les données sur le web. Là. Ben, tu sais, moi, un bon exemple, j'étais super forte, mais j'avais mes limites. Je faisais pas ça à longueur de journée. Puis avant, je travaillais avec un collègue là, dans le coin de Montréal. Puis quand moi, j'avais une répétition de 4-5, je paniquais. Puis j'étais oh mon Dieu, c'est trop, tu sais. J'étais restée prise des années, mettons, 2012, là. Dans la gestion de Facebook, Instagram, tout ça. Puis il me disait, non, tu sais, ta répétition, ça va vite dans un fil là, d'actualité. Puis c'est pas parce que tu l'as vu 4 fois que tu l'as vraiment vu. Fait qu'on peut aller à 10, du 12, puis il va beaucoup challenger. Puis c'est ça, savoir lire les chiffres. Il y a beaucoup de chiffres. C'est facile de se perdre. C'est facile de paniquer puis de retirer son argent. Puis moi, ce que je dis aussi aux gens qui vont vers... Parce que moi, je délègue, en fait. Je laisse partir mes clients vers vous. Puis je dis, OK, ben moi, je m'en mêle plus, entre guillemets. Là. Je fais plus partie de l'équation. Mais ce que je leur dis, c'est continue de suivre tes données macro, tes leads, tes ventes, ta fidélisation, puis le coût que tu mets, l'argent que tu mets, par lead que tu vas chercher ou par vente, puis est-ce que ça te satisfait ou pas? Est-ce qu'on voit ça baisser? Très, très en hauteur. Après, on se fout du nombre d'impressions, ça, c'est votre job d'assurer de minimiser le coût par conversion, d'avoir la bonne conversion à la bonne étape, tout ça. Le client peut, tu sais, de son côté, continuer de suivre ses données. Moi, j'appelle ça les données macro. Vraiment, là, je vends dessus à quelqu'un, les gens reviennent dessus. Est-ce que j'ai des leads? Puis, des fois, on peut observer, j'en ai déjà parler sur le balado que certaines campagnes qui ont un objectif A vont finalement générer des résultats B. Mais si on ne suit pas les résultats très, très en hauteur, on ne se rend pas compte de ça. On va dire, OK, disons, je veux des abonnés à mon infolettre. Puis là, la campagne, c'est pour avoir des abonnés à mon infolettre, mais j'ai pas tant d'abonnés. OK? Mais finalement, j'ai beaucoup de demandes de rencontres exploratoires. Puis là, ça suit cette courbe-là. Ça suit la courbe d'investissement de campagne d'infolette. Mais si tu n'as pas mesuré ça, tu vas dire la campagne d'infolette ne fonctionne pas, je la retire. Mais attention, elle fait une job pareil. Les gens sautent une étape puis veulent te parler. Est-ce que tu es prêt à couper ça? Fait que c'est pour ça que moi, je coach un peu les gens à suivre leurs données macro pour voir est-ce que les investissements, puis pas juste en pub, les investissements dans toutes leurs actions de communication marketing donnent les résultats qu'ils veulent vraiment générer. Puis après, essayer d'identifier qu'est-ce qui a un impact sur quoi de leur côté. Puis on peut rapidement se rendre compte que quelqu'un qu'on a engagé pour peu importe quoi dans notre parcours client, ben ça fonctionne ou ça fonctionne pas. À quel moment ou combien d'argent faut mettre pour se lancer? Faut-tu mettre des gros montants? On peut-tu commencer doucement? Ben, en fait, il n'y a pas vraiment de réponse à cette question-là parce que c'est ce qui est beau un peu avec les plateformes numériques, c'est qu'il n'y a pas de prix, il n'y a pas de coût fixe, là. Ben, il y a un coût par mille ou ça, mais même ça fluctue là, dans le temps. Donc, allez-y avec vos moyens, surtout. Puis je pense que pour une entreprise qui se lance en publicité numérique, d'y aller graduellement, c'est probablement la clé de votre succès. Souvent, je vais travailler avec des plus petites entreprises, je vais travailler souvent avec un pourcentage de leurs ventes. Je vais dire, bon, ben l'année passée, OK, tu as vendu 5 000 $ dans ton mois. Bon, ben on va réinvestir. Combien tu es capable de réinvestir en publicité? Qu'est-ce qui fait du sens pour toi? Parce que il y a aussi souvent des coûts associés à, tu sais, c'est pas un revenu net, dans le fond. Donc, on va travailler avec un pourcentage qui va être attribué là, à l'enveloppe marketing, qui va servir souvent à payer notre temps, mais aussi à payer les investissements publicitaires. Puis, on va réinvestir ce montant-là. Si on travaille comme ça, ben on s'assure d'une certaine rentabilité puis d'une profitabilité des annonces. Un retour sur investissement presque, je veux pas dire assuré parce que c'est jamais assuré, ça dépend de plein de choses, mais on s'en va pas investir 10 000 $ si ça fait aucun sens sans pour avoir l'entreprise. testé.
Parce C'est qu'on peut ça, tester un 1 000 $ ou un 500 $, puis quand ça fonctionne, on peut décider de mettre 10 000, mais en sachant que totalement. ça me ramène 3 $ pour chaque dollar investi, ça devient vraiment C'est un ça. investissement, mais il y a une phase test. Oui, oui, Je totalement. comprends. Puis il faut la laisser travailler cette phase test-là parce que peu Hmm. importe la plateforme, il y a de l'apprentissage qui se fait là, de la part de la plateforme. Donc, si on commence avec des gros montants, ça se peut que la rentabilité soit pas présente au jour 1, mais Hmm. qu'au jour 100, ben, là, ça commence à faire plus de sens. Donc, ça sert à rien de s'en aller à l'aveugle comme ça sans nécessairement avoir fait ses preuves. Donc, je pense que d'y aller d'une manière graduelle au niveau du budget, si on a encore, toujours si on n'a jamais fait de publicité, parce que si on en a déjà fait, ben récemment, parce que ça aussi c'est un facteur important, mais si on en a déjà fait récemment, ben il y a des données auxquelles on peut se fier. Là, on part pas à neuf là, en repartant des publicités. Donc, c'est ça. Puis, disons qu'on veut commencer, est-ce que on choisit Google ou Facebook, Instagram? Les deux, tu sais, c'est les deux plus gros, là. Pour commencer, je pense que c'est bon d'aller vers les deux plus gros avant d'aller Mhm, vers Pinterest, qui est plus de la niche, par exemple. Mais se mhm. dire, comment on choisit? Est-ce que c'est les deux en même temps ou est-ce que les plateformes, on les choisit pour des raisons différentes? On les choisit assurément pour des raisons différentes. J'aime beaucoup travailler avec les deux plateformes en même temps parce que, bon, Facebook, on va souvent l'utiliser pour cibler des gens avec leur intérêt. On va cibler les gens qui sont intéressés à tel ou tel domaine ou à tel ou tel euh, genre de contenu, en fait. Donc, souvent, on va y aller dans l'étape du brand awareness ou bien de la considération. C'est là qu'on va sortir nos arguments, c'est là qu'on va faire connaître notre brand et c'est là qu'on va faire connaître notre service. En complément, j'aime bien travailler aussi avec Google. Google, il faut savoir que c'est pas juste des campagnes de recherche sur Hmm. le moteur de recherche. Souvent, les gens pensent que c'est seulement ça, mais c'est pas seulement ça. Il y a plusieurs types de placements possibles. Il y a YouTube, on a des campagnes display, par exemple, sur des sites web affiliés où nos bannières vont apparaître dans le site web ou sur le moteur de recherche même. Puis, en travaillant, tu sais, chaque placement a leur raison d'être. Mais en travaillant avec les deux plateformes, ben, ça nous permet d'arriver, par exemple, quand les gens nous ont connus, quand les gens euh, sont prêts à acheter, ben là, ils vont aller faire des recherches sur Google, puis c'est là qu'on apparaît pour convertir ces gens-là. Donc, en travaillant un peu en symbiose avec ces deux plateformes-là, je parle de ces deux-là, mais il y en a d'autres aussi, là. Chaque entreprise a leur particularité, mais en travaillant avec ces deux-là conjointement, je pense que c'est là qu'on arrive à avoir vraiment un parcours complexe, là, d'aller chercher les gens à chaque étape de leur prise de décision. Si on devait en choisir juste une Ben, pour commencer. c'est trop difficile. Ben, c'est sûr Hmm. que tu parlais tantôt de publications Facebook boostées. Là. Souvent, c'est ce qu'on voit. Là, Mhm. les entreprises vont souvent faire ça en premier parce que c'est assez simple. C'est assez user-friendly. C'est sûr qu'on n'a pas toutes les options de configuration possibles que si on travaillait, par exemple, avec le Business Manager de Facebook, qui est comme l'outil publicitaire qu'on utilise normalement. Mais ça va vous permettre quand même d'avoir accès à certains ciblages assez faciles, là, ciblés par intérêt, par âge, par données démographiques, géographiques, autrement dit. Là. Ça va être assez facile d'utiliser ces plateformes-là pour débuter. Donc, je considérerais peut-être que Facebook pourrait être une bonne première plateforme. Par contre, il y a certaines entreprises, je pense entre autres à des entreprises qui œuvrent dans le B2B, ou est-ce que là, Facebook, c'est peut-être pas là qu'ils vont aller chercher nécessairement leur Hmm. clientèle, là. Tu Hmm. sais, c'est peut-être pas la meilleure plateforme, là, la plateforme la plus adaptée à leur clientèle. Donc peut-être qu'à ce moment-là, tu sais, là, je généralise beaucoup, là, je veux pas trop généraliser parce que c'est pas générique, ces genre de questions-là. Mais peut-être que pour une entreprise comme ça, B2B, ça va être mieux d'y aller avec des publicités sur le réseau Google, là.
Mais je pense pas que j'en ai parlé. J'ai parlé de Facebook qui cible plutôt par intérêt, mais sur Google, la grande force de Google, c'est qu'on peut cibler des gens qui, j'essaie de trouver le mot en français, là, on appelle ça in-market, là, qui sont En activement à la recherche. recherche d'un produit ou d'un service. Ça, c'est très, très fort, là. Tu sais, si moi, je suis à la recherche d'une laveuse, je reste dans les produits ménagers, hein. Après la balayeuse, on va y aller avec la ça laveuse. concerne tout le monde. Si moi, je me magasine une laveuse, puis là, je vais faire quelques recherches sur Google ou bien je vais visiter tel ou tel site web, ben Google le sait, puis il va m'envoyer après ça de la publicité, pas juste parce que j'ai cherché, pas juste dans le haut des moteurs de recherche, là. Il va pouvoir me cibler sur YouTube avec une publicité, là, tu sais, souvent, on écoute une vidéo, puis là, pouf, dans le plein milieu, ou au début de la vidéo, bon, on voit un petit 5 secondes, là. Bon, mais c'est le moment parfait pour envoyer une petite publicité de balayeuse, non, j'étais rendue dans les laveuses, des sécheuses, je sais plus. Tout, avec le lave-vaisselle, un trio. C'est ça, ils vont vous vendre le trio, autrement dit, sur YouTube. Tu sais, mettons que tu t'achètes une nouvelle maison, là, tu sais, t'es en train de tout acheter ça, là. En tout cas, Google le sait, Ben tu sais. oui, c'est ça. Oui, exactement. Google et Facebook aussi, là, c'est ça. Ouais. On va se dire les vraies affaires, là. Ouais. Mais dans le fond, ce que j'entends, c'est qu'il faut absolument qu'on le fasse nous-mêmes ou qu'on aille vers toi, ton équipe. C'est de dire, c'est quoi ma priorité numéro 1? C'est quoi mon objectif? Qu'est-ce que je veux générer comme résultat avec ce premier projet publicitaire web-là? De clarifier ça, puis de clarifier c'est qui ma clientèle idéale, puis d'avoir beaucoup d'empathie. Comment, je sais pas, moi, Ginette, comme moi, en plan marketing, là, c'est clair que des fois, il y a une adjointe administrative qui est le bras droit d'un DG, d'une grande entreprise, qui va chercher pour le DG des firmes pour l'aider à clarifier son plan de match marketing. C'est clair qu'elle va aller dans Google. Ginette, elle va aller dans Google. Ou mettons qu'elle planifie un lac à l'épaule, elle va aller dans Google. Mais si la même Ginette, elle magasine des bijoux, des sacs à main, ben peut-être que là, tu sais, d'y montrer le sac à main, les compartiments, comment c'est résistant, comment ça reste propre quand tu renverses ton café dessus, je ne sais pas moi. De faire une démonstration, donner des avis clients, ben que là, ça va l'aider à faire un choix éclairé pour son sac à main, alors que pour la recherche de laquelle épaule, le plan marketing, c'était complètement autre chose. Fait que l'empathie, je pense que c'est une arme puissante en marketing. À plusieurs étapes, as-tu un format chouchou en ce moment avec lequel tu aimes travailler, un type de publicité? As-tu quelque chose que tu trouves, hey, ça, c'est chouette, là? Oui, ben oui. C'est un type de placement Google. Moi, j'aime beaucoup travailler avec Google. Je trouve que c'est très complet comme plateforme. Mais les placements Performance Max, c'est des placements c'est un genre de bundle. C'est une campagne, par exemple, qui va montrer des résultats de recherche dans le haut des moteurs de recherche, mais aussi des vidéos sur YouTube, mais aussi du display, aussi de la publicité sur Gmail, parce que des fois, dans Gmail, on voit là, des petits... dans le haut de nos courriels, là, on pense tout le temps que c'est un nouveau courriel, mais non, c'est une publicité souvent. Donc, ce type de campagne-là, ben, ils vont choisir quel genre de placement, quelle fréquence est-ce que les gens ont besoin de recevoir mes publicités pour convertir. Il y a beaucoup, les plateformes publicitaires en connaissent beaucoup plus long sur l'audience que nous-mêmes. Il faut leur laisser l'espace pour optimiser leur campagne. Je suis moins de l'école de penser qu'il faut cibler très, 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 très précis. Là. Tu sais, souvent, j'entends, ben moi, ma clientèle, c'est principalement 45 à 55 ans, c'est des femmes, puis ils aiment ça. OK. Mais ça se peut-tu ça soit un petit peu plus large que ça? Tu sais, des fois, si on a un très, très grand territoire à couvrir, peut-être que ça peut aider avec des petits budgets, mais souvent, de laisser un petit peu d'espace là aux outils publicitaires pour optimiser, ben ça va être beaucoup plus avantageux là, à ce moment-là. Mais campagne Performance Max, je pense que c'est un gros plus à avoir dans votre stratégie, c'est sûr et certain. Moi, je le mets dans presque toutes mes stratégies aussi. C'est ça, parce que ça va chercher, on va chercher les gens à la source, on va chercher les gens avec leurs intérêts, leurs intentions d'achat à ce moment-là. Ah, c'est cool, très chouette. Moi, dernièrement, j'aimais, c'est drôle, c'est super simple, là, mais le format bumper dans YouTube, là, tu sais, le 6 secondes que tu sautes pas parce que, tu sais, j'avais des clients qui avaient des... tu
sais, des clients qui... c'est pas nécessairement évident, là, tu dois générer la vente dans un magasin sur lequel tu n'as pas de contrôle. Donc, disons que, je sais pas, moi, mon produit est en pharmacie, puis je veux m'assurer que les gens pensent à aller chercher mon produit dans la pharmacie, mais j'ai pas de contrôle, à moins de payer des gros montants sur où est-ce que sont placées mes choses. Est-ce que le conseiller sur place va conseiller mon produit? Puis je trouve que c'est un format très, très accessible pour être connu et rappeler le logo et rappeler les attributs. Tu sais, on peut en faire 10 déclinaisons puis 6 secondes différentes en rotation. C'est pas cher, c'est accessible, puis tu sais, on reste dans la tête des gens, là. Fait que moi, c'est un format que j'ai plus recommandé dernièrement. C'est Puis, vrai. tu sais, c'est drôle parce que moi, la firme, j'ai beaucoup, tu sais, je t'écoute depuis tantôt, puis j'ai juste le goût de vous embaucher, puis tu sais, j'ai hâte, vous le savez, vous êtes sur ma liste des priorités à venir. Parce que, tu sais, moi, je me suis concentrée beaucoup sur le lancement du balado, la création de contenu, l'opérationnalisation, tout ça. Puis là, on est à un stade où on entre dans des incubateurs à la firme, puis où on s'entoure aussi de partenaires externes pour nous aider à livrer le balado à chaque semaine, puis que tu sais, qu'il n'y ait pas de hiatus, là, qu'il n'y ait jamais de pause, que ça soit fluide. Fait que là, on est en train de se stabiliser là-dessus, mais j'ai vraiment hâte d'aller vers vous pour aller à un autre niveau. Ça va tellement me faire plaisir de t'aider là-dedans, Marie-Michel. On va avoir du plaisir, c'est ça. Oui, puis je me dis, je vais arriver chez vous avec plein de beaux contenus. Tu sais, je vais arriver chez vous avec le balado, il va y avoir plein de beaux matériels pour faire différentes étapes dans le parcours. Écoute, avant qu'on se laisse, on a toujours le petit quiz « J'aime ta compagnie ». Alors, je tire 2 questions dans un pot, je te les lis, t'en choisis une. Puis celle que tu choisis, ben moi aussi, je vais être obligée de répondre. Comme ça nous met, en guillemets, en danger toutes les deux. Alors, je te les lis. La première question, c'est quel est ton super pouvoir? Puis la deuxième question, c'est qu'est-ce qui te motive à te lever tous les matins? Bon, je vais clairement prendre la question de la motivation. OK. Qu'est-ce qui me motive à me lever le matin? Ben là, c'est vraiment kitsch ce que je m'en vais répondre, là, mais je pense que c'est nécessaire quand on travaille comme ça en agence aussi. Mais le succès des entreprises que je vais accompagner, d'avoir des histoires de succès à tous les jours ou à tous les semaines du moins, des gens qui vont me dire « Hey, on a réussi à aller chercher… tu parlais tantôt d'abonnement à l'infolette. On n'a jamais eu autant d'abonnés à l'infolette. Puis là, je prépare ça. Puis là, je vais être en mesure de leur envoyer du tel type de contenu ou bien de vendre tel genre de choses. C'est vraiment une clientèle nichée et tout ça. D'avoir des histoires de succès, je pense que c'est ce qui me drive à me lever le matin. Autre que mes enfants, là, qui se lèvent très tôt, là. C'est une bonne motivation à se lever le matin. Tu sais, en riant, là, moi, ça fait 10 ans que j'ai pas mis de cadran, là. C'est non, mon Dieu. J'ai pas mis de cadran tu sais, peut-être j'essaie de me demander, y a-t-il un matin où j'ai mis un cadran parce que je prenais l'avion, ou tu sais, je prends jamais l'avion, mais je pense que j'ai jamais mis le cadran en 10 ans, là. Je m'ennuie de mon cadran qui me réveille. Puis moi, de mon côté, ce qui me motive, ben c'est drôle parce que c'est sûr, moi aussi, les enfants, puis tu sais, j'ai ma petite fille, moi, qui a un syndrome, puis souvent, moi, j'ai cette pression que je me mets, parce que oui, on a des filets de sécurité, puis c'est cute, parce que moi, j'écoute le balado de Marie-Claude Barrette, je l'aime beaucoup, qu'elle a sorti dernièrement, Ouvre ton jeu. Puis cette semaine, c'était une entrevue avec Kim Thuy, là, en tout cas, on enregistre le balado qui sera pas diffusé dans la même semaine que du lancement et des écoutes, mais la semaine où on enregistre le balado, c'était avec Kim Thuy qui, elle disait que pour son fils qui est autiste, il y a assez d'argent jusqu'à sa mort là, pour lui. Tu sais, peu importe ce qui, elle, lui arrive, son fils a de l'argent. Fait que moi, c'est sûr que j'ai cette pression, même s'il y a un filet social, j'ai cette pression de bâtir, entre guillemets, un empire financier personnel. Puis je veux pas, j'ai pas besoin de 50 millions, là, c'est pas du tout. Moi, j'ai pas ces envergures. Tu sais, moi, ça m'allume pas pantoute, là, les Kardashians, puis moi, je suis pas très matérialiste, je suis pas très... j'ai pas besoin de voyager puis de faire le tour du monde à tous les 2 semaines. J'ai vraiment le bonheur très simple, mais j'aimerais que ma fille soit en sécurité financièrement, peu importe. Parce que je ne sais pas ce qu'elle va pouvoir faire à 20 ans encore. Puis elle a plein de potentiel. Je trouve que c'est une belle fleur qui fleurit toujours à tous les jours de plus en plus, mais
j'ai encore cette pression de bâtir assez d'argent pour que, tu sais, genre, en ce moment, dans ma vie, j'ai pas mis assez d'argent de côté pour ma retraite. Puis là, moi, il faut aussi que je pense à ma fille puis à sa retraite. Fait que j'ai tout le temps comme cette pression que je me mets. Mais aussi, ce qui est beau avec l'expérience, puis ça rejoint ton point, quand ça fait longtemps qu'on fait ce qu'on fait, on a vu des résultats clients. On a vu qu'on change la vie des gens. Puis tu sais, je le dis avec humilité, là. Quand t'aimes pas ton travail, puis que tu l'aimes plus ta business, puis que c'est lourd, puis que c'est pesant, puis que ça t'attire pas les clients que tu veux, puis tu t'attires pas les employés que tu veux, puis que tout d'un coup, tu bâtis une marque forte, tu prends de la place, puis tu commences à attirer les gens que tu veux, autant clients qu'employés, que tu retrouves du plaisir, tu retrouves pourquoi tu fais ça, que tu peux même te dégager peut-être de l'espace pour des projets personnels. Ben moi, j'en ai vu plein des histoires comme ça. Fait que c'est clair que moi aussi, vive le kitsch, là. Puis ça, c'est cute, je le dis, parce qu'il y a 7 ans, quand je me suis lancée à mon compte, j'avais pas ça dans ma boîte à outils. J'avais pas les résultats. Je savais que j'étais une stratège. Je savais, tu sais, j'avais fait ça longtemps en télévision. Mais en télévision, ce que ça donnait, il y avait beaucoup de choses qui se passaient entre mon travail puis les résultats d'une grosse équipe de 250 personnes. Tandis que là, à la firme, ben tranquillement, là, je les ai, les résultats dans ma boîte à outils, puis je le sais pourquoi je le fais, puis j'ai la certitude que ça fonctionne. Ça fonctionne pas toujours, c'est pas toujours le comment qu'on a pensé qui fonctionne, mais on finit toujours par trouver un chemin ou un autre chemin, puis c'est sûr que c'est motivant de dire aïe aïe, OK, là, je vais aider des gens qui sont pris dans une business qui marche pas comme ils veulent ou dans une entreprise, organisation, puis on va trouver des moyens ensemble que ça fonctionne puis que tout le monde retrouve du plaisir. Écoute, as-tu aimé ma compagnie aujourd'hui? J'ai adoré ta compagnie, Marie-Michel. Tu sais, au début, tu nous as mis, j'ai une petite anxiété. Comment tu te portes, là? Ah, ça va, oui. Ça va Yeah! mieux. Yeah, génial. Ben écoute, je te remercie de ta générosité, tu as partagé beaucoup de choses. Si les gens veulent faire appel à toi pour aller chercher plus de clients idéaux ou des collègues idéaux qui veulent prendre de la place en publicité, on passe par où? Oui, ben on peut passer par notre site web, alemaglobal.com, OK. ou on peut nous écrire à info@alemaglobal.com. On va mettre tout ça dans les notes d'épisode. Je te remercie. Toi, tu es à Sherbrooke et moi à Rimouski aujourd'hui. Je te souhaite une belle journée sous le soleil et les... Combien il fait chez vous aujourd'hui? Chaud. Je pense qu'on attend comme un ressenti 43, là. Oh, pelaille, OK. Nous, c'est comme ressenti 30 quelques, là, puis tout le monde panique à Rimouski. Ah, c'est ça, il fait chaud. C'est très chaud. Hey, ben, bonne journée de chaleur à toi, puis on se dit à très bientôt. À bientôt, Marie-Michel.